Alors, 26 mars 1984, Sékou Touré tire sa révérence, il meurt. C'est les militaires qui prennent le pouvoir en Guinée. Quel a été un peu le rôle à l'époque joué par Alpha Condé? Comment il a vécu cet instant-là, ce tournant historique justement de la Guinée? C'était le tournant attendu, même si on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Le professeur Alpha Condé se battait pour mettre fin au régime révolutionnaire de Sékou Touré, au profit de l'instauration d'un régime démocratique. Donc si je comprends bien, vous voulez nous dire qu'il a applaudi l'arrivée du régime militaire en 1984. Je ne dirais pas qu'il a applaudi, parce que le professeur Alpha Condé n'aime pas le régime militaire. Et je vous dis que c'est un homme de culture. Mais comment il a vécu cet événement-là, ce moment historique? Les 7 ans après la mort de Sékou Touré, c'était une période de préparation pour rentrer au pays, parce que depuis 1963, il n'est plus revenu en Guinée. Mesdames et messieurs, nous vous amenons à la rencontre d'un homme qui fait partie de ceux qui se sont engagés pour la première fois aux côtés du professeur Alpha Condé. Alpha Condé, vous l'avez compris, qui a donc réussi à mettre en place un parti politique qui le permettra, quelques décennies plus tard, d'accéder à la fonction suprême, le président de la République ou la présidence de la République. Cet homme s'appelle Tikala Camara. Et là, Tikala Camara, c'est ici qu'il habite. Nous sommes donc au quartier Simbaya, un quartier qui relève de la commune de Ratouma. Il a été présent, pratiquement il a assisté à tous les événements qui ont permis à Alpha Condé de se hisser au sommet de sa notoriété. Ensemble, partons à sa rencontre. Ça va, merci. Qu'est-ce qui a poussé Alpha Condé en 1984, après la mort de Sékou Touré, de rentrer au Bercail et se lancer dans des activités politiques? Bien. Puisqu'il a du devoir de tout bon cadre ou de tout bon citoyen de venir dans son pays. Surtout que c'est un intellectuel de talent. C'est quelqu'un qui a connu, qui a pu faire. Il a décidé de rentrer en Guinée pour venir participer au mouvement politique, pour venir aider à ce que lui aussi soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, en fait, c'est ce qui l'a poussé de venir en Guinée. Est-ce que c'était juste pour le permettre d'être président un jour, ou bien c'est parce qu'il estimait, lui Alpha Condé à l'époque, que pratiquement l'élite guinéenne avait failli et qu'il fallait venir combler un vide? Justement un vide qui devait permettre aux Guinéens d'aspirer à la démocratie, qui devait permettre aux Guinéens d'accéder, si je peux appeler ça comme ça, à la démocratie, à la liberté. Merci. Le rêve de M. Alpha Condé a été que toujours commander la Guinée. Ah bon? Oui. Parce que ça, c'était son rêve. De devenir président. Je vous donne un exemple. À sa rentrée en Guinée, au moment du pouvoir du général Lansana Conté, on a tout fait pour qu'il soit dans le gouvernement, il n'a pas accepté. Dès qu'il est rentré à Conakry, par quoi il a commencé? Parce qu'on sait, ce n'est pas quand même par le RPG qu'il a commencé, il a déjà lancé des petits mouvements, tout ça. Qu'est-ce qu'il a posé d'abord comme acte dans la création justement de son parti politique? Oui, quand il est venu, d'abord il est resté dehors, il a commencé à contacter certains cadres guinéens. Bon. Puisque notre parti est rentré, a commencé par la Côte d'Ivoire. Le RPG. Donc le RPG est né en Côte d'Ivoire. Le RPG est né en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parce qu'il y a déjà aujourd'hui un témoin oculaire qui est là, qui est docteur Sékou
Condé, qui est le secrétaire permanent du parti aujourd'hui. C'est ceux-là, avec notre camarade Nanseri. Nanseri qui est là, il est vivant, plus M. Doré, qui était à Lola, paix à son âme. C'est eux qui mettaient les tracts dans les matelas pour que nous qui sommes là à l'intérieur puissions être informés de ce que M. Alpha Condé prétend faire en Guinée. Alors, quand les tracts là... Et dans les tracts là, qu'est-ce qui était écrit? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, dans les tracts... On écrivait quoi? Est-ce qu'on appelait les gens à se rebeller contre les militaires? Il n'a jamais parlé de la rébellion. Il a toujours dit dans son tract, il dit, je viens en Guinée, c'est pour donner le bonheur aux Guinéens. Mon parti s'appelle, comment on appelle, le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG. Avant que le RPG soit le RPG, il y a eu le MND notamment. C'est ce que je dis, MND, nous n'avons pas connu MND. MND, ça c'était au niveau de la France, de la Côte d'Ivoire. Mais le parti qui nous a trouvé en Guinée, le RPC. C'est le RPC qui nous a trouvé ici. Et c'est ce qu'on a adoré. Donc, il vous envoie des tracts, et puis c'est le tract là qu'on lisait, et puis finalement on a décidé de le suivre. Effectivement, c'est le tract là qui nous a élucidé que cet homme qui est candidat là peut faire quelque chose pour la Guinée. D'accord. 85, on a estimé, c'est un pronom indéfini, Oui. on a estimé que compter à partir de là, c'est braquer contre, disons, une région, une communauté. D'accord? Une communauté qui était, dont était originaire Diarra Traoré, qui était, il faut le rappeler, d'abord qui a été Premier ministre de Lansana Conté, avant d'être justement rétrogradé au poste de ministre de l'Éducation nationale. Et après, on a vu pratiquement tous ses collègues à l'époque, ses compagnons d'armes, étaient tous issus de la même communauté que lui. Et de la même communauté aussi que Alpha Condé. C'est ça la vérité. Est-ce que ce moment, cet instant précis, n'a pas, disons, été une espèce de déclenchement de la carrière politique d'Alpha Condé? Je vous remercie beaucoup. C'est très triste de parler de cette période. Le général Conté était le président de la République. Il y a eu des exactions. C'est que le règlement des comptes, des fois, le président de la République n'est pas informé. Oui, certes, il a parlé au Fatara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers, malinqués, j'en viens, ont été arrêtés, dont les Fankama, l'ancien Fankama. Diarra Traoré. Diarra Traoré, non, il était le premier à être arrêté. Il était déjà dans les mains. Diarra Traoré était arrêté avant le départ de Conté. Pour Lomé, hein? Pour Lomé, naturellement. Et je vous dis clairement, j'en parle avec peine. Pourquoi? Parce que c'est très triste. Nous devons plutôt éviter ce qui s'est passé, mais nombreux sont les officiers qui ont été arrêtés. Quel lien, justement, on peut établir entre cet événement et le parcours politique de Alpha Condé? Est-ce qu'il y a un lien? Et je vais vous dire une chose, ça a contribué à rendre populaire Alpha Condé. Parce que l'ethnie dont il est issu, elle a été la plus opprimée à cette occasion. Mais il faudrait qu'on en parle avec méfiance. C'est ce moment-là, justement, que oui. Alpha Condé trouve ce moment difficile. Là, oui, ce moment difficile. Il trouve pour, disons, lancer son mouvement politique. Bon. Est-ce que ce n'était pas une sorte de... C'était pas un courage, ça? Bon, un courage, très audacieux de sa part. Oui, très audacieux, mais je vous dis qu'il est dans la politique bien avant 84, oui, bien avant 85. De son parti, oui, on a vu le MND, le IGP, le RPG, ensuite le RPG encore. Oui. Et ça a beaucoup contribué à élever, n'est-ce pas, sa popularité au niveau, dans le milieu mandingue. Parce que ce qui s'est passé aussi au vu de tout le monde. Bien. Alors, on va pas revenir. Voilà, j'en parle à peine, parce que l'historien doit être très méfiant. Oui, voilà. On en parle à peine, mais c'est ça aussi l'histoire. Oui, c'est la vérité. On ne va pas l'occulter. Oui. Alors, à partir de là, certes, c'est pas ce qui a amené Alpha Condé à se lancer en politique. Naturellement. Il rêvait d'une Guinée émergente, prospère. Prospère et démocratique. Oui, oui. Et vous avez établi tout à l'heure un lien. Oui. Tout de suite, à partir de cet événement, oui. vu le courage qu'il a eu, oui. il a eu... Disons, un grand courage, hein?
une espèce d'électorat Mhm. en Haute-Guinée. En Haute-Guinée, naturellement. Dans la région Et partout où vivaient les dont Malinké. est issu, ceux qui ont été arrêtés pendant le coup en 85, notamment les Diarra Traoré et Ouais. les Kama. Ouais. Alors, dans quelles circonstances il a créé le RPG? Qu'est-ce qui l'a poussé à créer le RPG? Comment il a créé le RPG? RPG. Avec qui il a créé le RPG? Et je parle d'un certain Ibrahima Sow, d'un certain Khalifa. Ça va venir. Voilà, ça va venir. L'ancêtre du RPG, c'est le MND, Mouvement national démocratique, qui a suivi, qui a connu des mutations. Du mouvement national démocratique, on est passé à, comment dirais-je, à l'appellation qu'on appelle Unité Justice Patrie, UGP. UGP. Ensuite, le RPG. RPG, c'est Rassemblement des Patriotes de Guinée, devenu Au départ. devenu RPG, Rassemblement démocratique de Guinée, Rassemblement du peuple de Guinée. Rassemblement du peuple de Guinée, merci, pour devenir enfin dès 2000, dès 2010, le RPG Arc-en-Ciel avec ses alliés. voilà un peu l'itinéraire du RPG Arc-en-Ciel. Alors Alpha Condé crée le RPG. Il se fixe pour objectif d'abord l'avènement du multipartisme en Guinée. Qu'en est-il? Quand savez-vous? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens-là? Bon, et quand le président Conté a demandé de mettre seulement que 2 partis, monsieur Alpha Condé a dit non. Quand il y a plusieurs partis, c'est ce qui peut nous amener chacun se battre de sa façon pour aboutir au pouvoir. On veut que le multipartisme soit instauré en Guinée. Et Conté, il a compris, avec Sirayo, Bamamadou et autres, il a compris, il n'a pas contesté et le multipartisme est venu. Dans lequel le RPG était là. Alors le multipartisme est venu, on a vu les premières élections multipartites, c'était en 1993. D'abord, comment la campagne s'est déroulée en 1993? On a appris qu'il a beaucoup fatigué Lansana Conté à l'époque. C'est vrai? Oui, lui, parce que c'est un homme direct, il n'aime pas aller à gauche ou bien à droite. Il te dit ce qu'il est dans son cœur. La campagne, parce que le parti a été créé en 1991 en Guinée, en 91, le RPG a été créé en 1991. Nous avons obtenu notre agrément en 1992. Ça, bon, après 1992, les premières élections, c'était en 1993. Ça a été un combat. Puisque nous étions très bleus dans l'affaire, mais malgré l'instruction que notre leader nous donnait, c'est la non-violence. De passer par tous les moyens, de ne pas faire la violence. Et c'est ce qui a été notre caractère. Et certes, il a dit ça, mais on a appris cette histoire qu'à Sigiri, qu'on est allé jusqu'à faire monter le drapeau, en tout cas remplacer le drapeau national par, disons, une sorte de tricolore du RPG, l'effigie du RPG. Oui. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. La Guinée n'a qu'un seul drapeau, le rouge, le jaune, le vert. Mais est-ce que ça a Bon, été mais fait ou pas? vous savez, comprenez, chaque organisation politique a son drapeau. C'est ce qui a fait que nous. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alpha Condé a demandé à ses militants à Sigiri, en 1993, d'enlever le drapeau national et faire monter celui du RPG. Cela n'a jamais été dit. Tu sais, ça a il été fait. y a été tous les détracteurs. Non, même si ça a été fait, Ah oui. nous n'avons pas été informés de ça. lâchez le morceau. Nous n'avons pas été informés de ça. Alors après les élections 93, on a vu Alpha Condé dire que c'est lui qui a été vainqueur du scrutin, mais malheureusement il a été triché. Oui. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette conviction-là que c'est lui qui a gagné les élections? Bon, c'est le chiffre qu'il a dit. Et à l'époque, on ne pourrait parler que d'Alpha Condé. Effectivement, l'élection 93, c'est lui qui l'a remporté. Ah bon? Il a remporté. Mais puisqu'il avait affaire à l'armée, et il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de morts, nous nous sommes retrouvés pour aller lui dire, mais monsieur le président, c'est vous qui avez gagné. Et nous voulons avoir notre pouvoir. C'est en ce moment qu'Alpha Condé a dit, il dit, écoutez, ce que je vais vous dire, je ne suis pas venu en Guinée pour commander les morts, les cimetières, je ne crée pas ça. Ressaisissez-vous, au moment venu, nous aurons le pouvoir tranquillement. Les élections de 1993, j'ai voté, on ne m'a pas raconté, j'ai vu, Alpha Condé était le vainqueur. Mais écoutez,
On a un général en face de nous qui a mis ses hommes en demeure, gare à vous. La voix d'Alpha Condé a été transférée. Et la voix du général est revenue à Alpha Condé. Les témoins sont là. Ils sont là, ils sont vivants. Il ne faudrait pas qu'ils acceptent de mourir sans lever l'équivoque sur cette partie importante de l'histoire de la vie. Alors, quel était un peu le rapport, disons, les liens entre Alpha Condé et les autres leaders de l'opposition, notamment les Bamamadou, les Siradio Diallo, les Jean-Marie Doré? Voilà une Période de prospérité en termes d'opposition politique en Guinée. Le trio Bamamadou, Siradio, Alpha Condé, c'était des vrais opposants en Guinée parce qu'ils marchaient la main dans la main malgré qu'ils étaient tous contre le même régime. Le lien était très profond. D'abord, c'est des gens qui se sont connus, ça fait des décennies. Ils sont venus au même moment. À l'époque, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi à l'époque, on parlait peu ethnie? Voilà, on parlait peu ethnie. N'oubliez pas, entre 1984 et 1990, il n'y a que 6 ans, si je ne me trompe. On venait de sortir de la Révolution. Et la Révolution avait ses exigences. On te prenait comme ethno, les conséquences, c'était Kambaro. Vous comprenez? Sékou Touré, malgré tout, a cultivé le sens de la nationalité. Alors donc, Alpha Condé... avec l'avènement du multipartisme, cela était ancré dans l'esprit des Guinéens. Le groupe Alpha Condé, Siradio, Bamamadou n'ont pas vraiment évolué sur l'angle ethnique. Et Alpha Condé fait partie vraiment des ténors qui ont offensé la porte de la démocratie, la porte de la dictature en Guinée pour l'écraser et installer la démocratie. Vous savez, l'événement remonte à la conférence de Bâle, lorsque, bon, c'est une longue histoire, donc la France a autorisé ses anciennes colonies indépendantes maintenant à avoir comme régime et comme condition d'obtention des prêts auprès de la France l'instauration du multipartisme. C'est dans ce contexte que le multipartisme a été créé en Guinée. Et professeur Alpha Condé est rentré en Guinée en 1991, officiellement, après 1963. Il est rentré officiellement en 1991, et là, officiellement, il a fait connaître maintenant son parti au peuple de Guinée. Je voudrais dire au président que nous n'avons nullement l'intention de bloquer ou de retarder. Je pense qu'il faut tenir compte de ceux qui interviennent plusieurs fois et de ceux qui ne sont pas du tout intervenus si on veut que le débat avance. Personnellement, je ne voulais pas intervenir dans la mesure où j'ai soutenu la proposition de mon président de groupe parlementaire, donc j'estimais que je n'ai pas à intervenir sauf en manifestant mon vote. Mais lorsqu'un enfant en marchant prend de mauvaises habitudes, c'est très mauvais pour son développement. Nous sommes un parlement qui est à ses débuts. Lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut, Monsieur le Président, que nous les corrigeons. C'est une nécessité. Une interprétation peut être erronée. Il faut nous permettre de redresser cette interprétation. Cela n'est pas un blocage. Monsieur le Président, aucun projet de loi ne peut être présenté au Parlement s'il n'est pas discuté en Conseil des ministres. Cela est une évidence pour tout projet de loi. Donc, si malgré cette évidence, la loi a dit expressément que pour les taxes présentées par le ministre des Finances, c'est exprès, parce qu'on sait que tous les projets de loi passent en Conseil des ministres. Donc c'est une évidence. Dans ce cas, pourquoi dire qu'il doit être présenté par le ministre des Finances? Pourquoi on ne dit pas que tout projet de loi qui concerne l'agriculture doit être présenté par le ministre de l'Agriculture, la santé par le ministre de la Santé? C'est une loi universelle des finances publiques que nous appliquons. Même si un projet de loi est adopté en Conseil des ministres, c'est le cas de tous les projets de loi, ce projet doit être transmis par le ministre des Finances au secrétaire général du gouvernement, être mentionné. C'est cela ce que nous voulons dire. C'est un principe universel des finances publiques. Donc ce n'est pas du tout une volonté de bloquer les débats, mais c'est pour que nous comprenions bien quand un projet de loi dit, quand une loi dit quelque chose, il faut que nous comprenions bien pourquoi. Sinon, on n'a pas besoin de mentionner cela. Deuxièmement, je pense que le président de la Commission a donné raison à notre président. Parce qu'en répondant à M. Diallo, parce que si nous discutons et que nous donnons des arguments sur les taxes et les redevances,
Mais il faut bien que nous nous comprenions, sinon nous allons adopter des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et si nous nous taisons dessus, demain nous ne pourrons plus revenir là-dessus. Il a bien dit les taxes parafiscales, mais les taxes parafiscales sont affectées à un organisme qui dispose d'une personnalité morale. C'est pourquoi on dit taxe parafiscale. Mais à ma connaissance, la radio-télévision guinéenne ne dispose pas de personnalité morale. Donc, pas à raison, il fallait d'abord commencer à donner une personnalité morale à ça. Il ne faut pas confondre taxes et taxes parafiscales. Nous disons redevance et en même temps on dit... enfin, il y a une contradiction grave, monsieur le président, dans cette loi. On dit redevance et on dit ensuite à l'addition du département. Mais il y a incompatibilité entre redevance et département. La redevance est affectée à un service qui est doté d'une personnalité morale. Ensuite, à partir du moment où c'est affecté à un département, rien ne dit que cette redevance va être affectée à la radio, à la télévision. Le département ayant beaucoup d'autres domaines, il peut l'affecter où il veut. Si dans ce cas, on se préoccupe de la radio, de la télévision, et qu'on veut voter une taxe parafiscale, il fallait d'abord commencer par donner l'autonomie. C'est ce que nous voulons dire. Donc, son interprétation est totalement correcte. À partir du moment où cette redevance tombe dans le budget général, comme il l'a dit, ce n'est pas conforme. Parce qu'elle n'est plus une taxe parafiscale. En réalité, c'est une taxe. Ce n'est pas une redevance, c'est une taxe. D'ailleurs, notre ami qui est intervenu, qui a cité 1963, a bien montré que c'est une taxe. Parce qu'il a dit qu'en achetant la radio, on lui a fait payer quelque chose qu'il a mis sur la radio. Mais ça, c'est une taxe, c'est pas une redevance. Une redevance, vous payez régulièrement pour un service rendu. Quand vous achetez un objet, on vous fait payer quelque chose, c'est une taxe que vous avez acheté, on vous met dessus pour savoir si vous avez payé la taxe. Ça montre bien la confusion. Donc, ce n'est pas une redevance. On n'a qu'à dire tout simplement, on met une taxe. Mieux, on dit qu'on met ça sur les gens qui sont abonnés. Je suis désolé, contrairement à ce qu'a dit mon ami sur la radio, mais il y a des gens qui ont la radio, qui ont le courant, qui n'ont pas de télévision. Le courant est une nécessité. Quand tu es en ville, tu as besoin d'avoir le courant pour vivre. Ça ne veut pas dire que tu peux acheter une télévision à 300 ou 400 000. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Mais dans ce cas, on peut voter la loi, à ce cas dire maintenant de passer dans les concessions. Si on ne connaît pas les adresses, mais on connaît les concessions, lorsqu'on fait le recensement pour les élections, on passe bien recenser les gens dans les concessions. On peut bien passer dans les concessions, recenser les gens qui ont des téléviseurs. Si on veut faire payer ceux qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont 3 ou 4 téléviseurs dans la maison. Il y en a qui n'ont pas. Alors soyons logiques, si nous voulons faire payer soit des gens qui ont de l'argent, faisons passer dans les maisons et recensons les télévisions en ce moment. On fera payer effectivement les gens qui ont des télévisions et on ne fera pas payer des pauvres qui n'ont pas les télévisions. Donc ce que nous voulons dire, quand vous votez la loi, au parti de toute façon elle sera votée, nous on votera contre en suivant notre président, mais au moins il faut que le Parlement il faut que nous respectons c'est-à-dire il faut que le Parlement ait quand même une image qui fasse qu'on la respecte. Donc il ne faut pas qu'on confonde les choses qui ne sont pas identiques. La taxe et la parafiscalité, ce n'est pas la même chose et c'est pourquoi Diallo a eu raison. Ensuite, il est évident que si on précise, si on dit que le Parlement vote la loi, on sait que toutes les voix sont votées par le Parlement, mais si on dit vote à une majorité de 2 tiers, cela veut dire bien qu'on donne une spécificité à cette loi. C'est pourquoi lorsqu'on dit que le ministre des Finances présente, c'est bien une spécificité. Donc, il n'est pas question pour nous de bloquer les débats. De toute façon, nous savons que la loi va passer. Et je pense aussi que le président doit tenir compte, lorsque les gens... Le président doit tenir compte, il y a des gens qui interviennent 4 ou 5 fois. C'est ça qui est dans le débat, parce qu'ils interviennent 4 ou 5 fois pour dire la même chose. Donc il y a d'autres qui interviennent lorsqu'ils estiment qu'il faut intervenir. Sinon, on ne serait pas intervenu du tout. Mais nous pensons qu'il faut clarifier les choses afin que chacun chasse à quoi. Qui possède les textes pourrait tout de suite alléguer la nouvelle procédure plus valable, à savoir le aller au lever et assis. Cela n'a pas été le cas. Nous avons donc refait la même procédure par lever le bras. Le compte a été fait et une certaine majorité s'est dégagée. C'est après qu'on fait allusion à la deuxième procédure. Maintenant que l'honorable député Alpha Condé a demandé respectueusement à Maître Faber de retirer sa contestation, il l'a fait. Je crois que ça suffit pour clore l'incident. On n'a plus besoin de revenir là-dessus si nous ne voulons pas vraiment nous faire perdre du temps. Et vous dites que telle personne qui parle est hors sujet, il faut qu'il soit ramené ici, on va la faire à l'ordre. C'est ça le point d'ordre. Pourquoi?
j'ai bien dit que le rapporteur, si tout le monde l'a écouté, a dit qu'il faut supprimer le point 6. Comment le président ne peut me dire que la commission n'a pas demandé cela? Il a dit, tout le monde l'a entendu, que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Il a dit, si tout le monde l'a entendu. Donc il veut dire que la commission n'a pas dit. Après cela, son palais a demandé de remettre le point 6. J'ai manifestement surpris pourquoi la commission qui a demandé qu'on supprime le point 6 ne s'est pas expliquée. Est-ce que parce que telle personne a parlé, ça suffit? S'ils ont demandé qu'on supprime, ils ont des arguments. Il fallait qu'ils développent ces arguments pour nous montrer pourquoi ils ont demandé qu'on supprime. La question que j'ai posée et qui est précise et qui n'a pas été répondue, pourquoi, lorsque la commission propose quelque chose, il suffit qu'elle intervienne pour que la commission abandonne, la commission doit nous expliquer. Et si elle a proposé la suppression du point 6, elle a des raisons. Tout le reste, c'est de la polémique inutile. Moi, je ne cherche pas, je ne parle pas de consensus ou non consensus. Je pose une question précise. Et le président de la commission est passé à côté. Ou bien il a dit, parce que lorsque le rapporteur a parlé, il a bien dit que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Tout le monde l'a entendu. Et j'ai manifesté ma surprise. Donc, il ne s'agit pas de faire des procès d'intention ou de faire de la polémique. J'ai constaté tout simplement que la commission n'a pas développé les raisons pour lesquelles elle a demandé qu'on supprime le point 6. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est parce que son pari qui est intervenu, la commission de renonce à son droit de débat? C'est la question que j'ai posée. Il revenait au rapporteur de répondre. Moi, je ne dis pas consensus ou pas. Je dis tout simplement que la position de la commission était correcte. Parce que lorsque les autres parlent de raison parler, lorsque nous parlons, le président admet qu'on nous arrête, je pense que ça veut dire que c'est utile. J'ai bien dit, et je crois que vous avez encore la parole. Où il vivait en ce moment? Est-ce que c'était à Mafanko? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette maison familiale? Oui. Comment, disons, les rencontres se faisaient? Est-ce que c'est de là qu'on le trouvait ou bien c'est au niveau du siège qu'on le rencontrait régulièrement? Est-ce qu'on faisait du thé même, de ataya, comme on le voit aujourd'hui avec certains jeunes? Comment ça se passait, le contact avec Alpha Condé? Merci beaucoup. Tellement que c'était un démocrate, son bureau c'était à Mafanko. Tout se passait à Mafanko. Chez lui? Chez lui. Le meeting se tenait, l'assemblée générale se tenait au siège. Mais sa rencontre à Mafanko, c'était bonjour, c'est tout le monde qui venait. Tu as besoin d'Alpha Condé, tu viens de Mfamori qui était sa garde rapprochée, tu viens, tu t'annonces et on le dit, il descend. Venez vous parler. Lui-même, il descend, vous parlez. Et ce que vous avez à lui dire, vous lui dites ça, et puis il remonte. Et souvent, il prenait beaucoup de temps avec les militaires dans la cour, avec les militants dans la cour. On chahutait même. Est-ce que c'est quelqu'un, Alpha Condé, qui aimait, disons, s'amuser avec les gens, qui aimait taquiner les gens? Il jouait même aux dames. Aux dames? Aux dames. Ah avec, bon? avec les militants. Mais... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de barrage. C'était un bon joueur de dames? Non, mais mon frère, c'est un On ne le battait pas quelquefois? Très, très génial. On ne le battait pas quelquefois? Si, on le battait. Ah oui. Il y avait un monsieur Magas qui le battait souvent. Qui le battait souvent. Bien. Alors, disons, au niveau de cette maison familiale à Mafanko, il y vivait seul ou bien il vivait avec ses sœurs? Il était avec ses sœurs qui sont aujourd'hui toutes décédées. Alors, c'était une maison familiale seulement. Hein. Il était avec ses sœurs et ses frères. Ouais. Et comment ça se faisait, le repas? Est-ce qu'il mangeait avec tout le monde? Ou bien c'était le président du RPG seul qui... Le président du RPG a mangé avec moi sur la même table. Une seule fois? Pas une seule fois. Chaque fois que je venais là-bas, j'ai trouvé le plat. J'ai dit, bon, j'invite tout le monde, on mange. Tellement qu'il est démocrate. D'accord. Nous sommes dans un pays qui est majoritairement musulman. Oui. Est-ce qu'il priait régulièrement? Même si... Il y avait un muezzin et un imam. Dans la cour? Dans la cour. À chaque prière, le muezzin appelle la prière. Et tout le monde est tout de suite sur la natte. Bien. Il faisait prier quelquefois?
Oui, lui-même, il faisait prier quelquefois. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Parce qu'il a parcouru le Coran, il prenait parfaitement le Coran. Alors, qu'en est-il de sa famille? Je parle notamment de sa femme, de ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'il vivait là pendant qu'il menait le combat politique pour le multipartisme? Bon, après le multipartisme, pour devenir président, est-ce qu'il était avec sa femme? Est-ce qu'il était avec ses enfants ou je ne sais pas? Bon, qu'en est-il? Pour ce qui est de sa famille, je ne peux pas tellement parler sur ça. Oui, mais vous étiez avec lui, permanemment. J'étais avec lui. Mais je ne peux pas tellement parler de ça parce que souvent il venait seul en Guinée. Il venait seul. Pourquoi? Parce que c'est un homme politique. Un homme politique ne doit pas s'amuser à la femme. Même si c'est ta propre femme. Oui, mais la femme et les enfants. Avant, ce sont tes premiers militants. Son enfant était à Paris. Mamadou Kouadé était à Paris. Est-ce qu'on le voyait? Oui, Mamadou venait, mais pas très régulièrement. Il venait de temps en temps, oui. Et une fois, il l'a présenté là-bas. Mais depuis qu'après il a pris le pouvoir, il a chassé Mamadou parce que, tu sais, les caractères ne sont pas les mêmes. Après 1993, le régime de Lansana Conté a, disons, organisé une espèce de fatwa, une sorte de fatwa, c'est-à-dire chasse aux sorcières, contre non seulement le RPG, mais aussi ses militants. On est allé jusqu'à même, lors des meetings, chasser les gens, chasser les militants justement du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés que vous avez rencontrées à l'époque avec Alpha Condé? D'énormes difficultés avec Alpha Condé et le pouvoir de Lansana Conté. D'énormes difficultés. Je vais vous expliquer un peu. Sa première venue à Conakry, le premier meeting a été tenu sur le stade du Koléa, où on a dit qu'il a grimpé les murs. Où on a dispersé. C'est vrai, il a grimpé les murs. Je n'ai pas vu monter, mais ce qui s'est passé, il s'est bien sauvé quand même. Oui, il a sauté. Non, je ne sais pas s'il a sauté ou s'il n'a pas sauté. Il s'est sauvé. Ah oui, il a sauté le mur, non, vous confirmez? Sauvé. Il a grimpé. Non, je dis il s'est sauvé. Bien. Voilà. Bien. Il s'est sauvé et rien ne lui est arrivé. Nous sommes chacun a cherché sa tête. Expliquez-nous, quand il s'est sauvé, d'abord, quelle était l'ambiance qui, à l'époque, qui prévalait dans la cour? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu à quelle heure? Les discours ont commencé à quel moment? À quel moment les forces de sécurité sont intervenues? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Détail en détail, on veut en savoir. Quand on a dit qu'il y a meeting au stade de Koléa, à 7 h déjà, la cour était pleine. Ouais. Vous comprenez? Et on est resté, le président du parti, le secrétaire général du parti a été annoncé. Et ça, c'était vers 9 h. C'était qui le secrétaire général? C'est Alpha Condé. Ah oui, la fonction du président. Le secrétaire général. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Il a été annoncé. Il était le secrétaire général du parti. Il a été annoncé. Bon, puisque ceux qui ne l'avaient pas vu étaient très curieux de le voir. Physiquement, oui. La cour a été pleine. Il est venu à 10 h. Il a commencé le meeting, le discours. Il disait quoi? Vous vous souvenez un peu? Il est venu. Qu'est-ce qu'il disait? Il est venu en Guinée. Il est venu en Guinée. C'est pour. D'abord, il est resté dehors. Il a demandé que le gouvernement accepte le multipartisme. Il a parlé de ça. Après, il a dit pourquoi il est venu en Guinée. Il est venu en Guinée, c'est pour créer son parti. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il portait? Ce jour-là, il était en veste? Non, il n'était pas en veste. En boubou? Non, il était en chemise simple. En chemise simple. Parce que c'est un homme simple. D'accord, il a commencé la parole. Il a commencé la parole. Et à quel moment les forces de sécurité sont intervenues? Les forces de sécurité sont venues à 11 h 45. Pendant qu'Alpha Condé s'adressait à ses militants. Mais dis donc, monsieur, ils nous ont lancé des gaz. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça. Et le secrétaire général a disparu? Ah non, il a disparu, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Quand il s'est sauvé là, tout de suite, où vous l'avez retrouvé? C'est le même jour ou bien c'est 2 jours après? Non. Quand il s'est sauvé, on l'a rejoint à Koléa. À Koléa, chez lui? Oui, chez lui, oui. À Mafanko. À Mafanko. Vous l'avez trouvé là? On l'a trouvé à Mafanko. On a commencé à causer. Quels étaient les sentiments qui l'animaient? Il était apeuré? Non, il n'était pas apeuré. Ah bon? Ce n'est pas un homme qui a... Non, entre nous... Non, je vous dis sincèrement, ce n'est pas un homme qui a peur. Hein. D'accord. Alpha a honte, mais il n'a pas peur. Alors, après ça, on a vu à l'intérieur du pays, notamment à Banankoro, certains commis de l'État. On ne va pas citer tous leurs noms, mais on le dit, mais on le précise. On le précise. On a parlé, par exemple, d'un certain Bourema Condé. Et voilà.
il y a eu une véritable chasse aux sorcières. C'est vrai, il y a eu une chasse aux sorcières, mais c'est ainsi va la politique. Même si tu crées aujourd'hui la politique, il faut accepter les conséquences. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des emprisonnements, il y a eu des... Bon, j'ai même j'ai un dossier que j'ai voulu, puisque l'émission n'est pas préparée, j'allais vous présenter le dossier là. Quand les femmes de RPG ont été prises par Panival, Sama Panival. Ils ont mis le fer, ils ont branché le fer, repassé le dos des femmes. Où ça? Au camp Al-Faya ici. J'ai le document. On a repassé leurs fesses. Qui est Sama Panival? Sama Panival, c'était un officier de camp. Alors, qui était de côté, comme vous le savez. Les militaires, bon, ils ne choisissent pas. Donc, ils ont fait ça aux femmes du RPG. Ils ont fait ça aux femmes du RPG. Est-ce que c'est vrai que, excusez-moi, le RPG a mené une sorte de rébellion contre le régime de Lansana Conté? On a parlé d'un certain Sékou Souapé. Ça vous dit quelque chose? Et voilà, les gens, vous savez, les gens interprètent très mal les choses. Sékou Souapé est comme moi. C'est un homme qui a le courage. Est-ce que c'est vrai Alpha Condé a dirigé la rébellion contre la Guinée? Non. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. D'accord. Vous savez, quand tu peux quelque chose, on te colle tout. Bien. Alors, 98, je crois. Alpha Condé est arrêté, emprisonné. Comment vous avez vécu ce moment-là? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Et en 98, nous étions dans la ferveur de l'élection. À quelques... L'élection n'était même pas encore passée. C'était à 3 jours des élections. Avant ou après? Avant, je dis, avant les élections. On apprend qu'Alpha est arrêté. Parce qu'il était parti en campagne. Ce jour-là, moi j'étais venu dans la cour, à Mafanko. Je l'ai vu sortir, on dit qu'il doit aller à Farana. Farana, Dabola, bon, il va vers la forêt. Mais le lendemain, on apprend que Alpha est arrêté. Bon, vous savez, la première annonce fait la panique. Surtout les RPC là. Ah mon frère, ça nous a tous ébranlés. On ne s'en revenait pas. Vous comprenez? Mais malgré tout, l'éducation politique qu'il nous a donnée nous a permis de nous abstenir. La non-violence. La non-violence. Alors, pour aller vite, Alpha Condé sera jugé et condamné. Oui. Comment vous avez accueilli ça? Comment vous avez observé d'abord le procès et même sa condamnation? Bon, voilà, parce que ce qui se passe aujourd'hui là ne se passait pas avant. J'étais parmi tous ceci. Nous, à chaque matin, les militants du RPG. Mais pas ceux qui ont été arrêtés. Pas ceux qui ont été arrêtés. Je n'ai pas été arrêté. On était dans les mouvements. Car chaque matin, on se regroupait à l'aéroport pour descendre à la justice, demander sa libération. Mais dans le silence. Chaque matin. Chaque matin. Tu vas voir l'autre. Même qui a procès ou pas procès, nous venons, croyant qu'on va le voir. Vous comprenez? On vient, on entoure la justice. Bon, personne ne nous violente, on ne violente personne. Nous sommes là à demander avec les pancartes, libérer Alpha Condé, libérer Alpha Condé. Bon, alors, mais il n'a pas été libéré. Alors, en prison, on a appris qu'on allait jusqu'à lui faire des propositions. On a appris même qu'on allait jusqu'à lui dire, ben, on te libère, on te nomme Premier ministre, ou carrément le RPG va faire partie du gouvernement, mais à condition que tu arrêtes ce que tu fais contre Lansana Conté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu des propositions? Bon, s'il y a eu proposition, il ne nous a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais dit qu'il y a eu proposition. C'est après. C'est avant même. On l'a proposé qu'il vienne dans le gouvernement de Lansana Conté, à l'occurrence occuper le poste de Premier ministre. Donc il a été demandé à Alpha Condé d'accepter le poste de Premier ministre. De collaborer. Et il a refusé. Il a refusé. Le poste de Premier ministre. Premier ministre. Il dit, mais moi je suis venu pour être président de la République, pas pour être ministre de quelqu'un. Il a dit franchement. D'accord. Alors une dernière question. Alpha Condé, 2010, il devient président de la République. Comment vous avez vécu cet instant-là? Certainement vous étiez sur le terrain ou à la maison, mais avec un peu de recul. Vous qui étiez militant des premières heures du RPG, vous militants justement qui ont assisté à toutes les péripéties, à toutes les difficultés, comment vous avez vécu ce moment précis? Alpha Condé, l'homme pour lequel on a lutté, l'homme qui a souffert, qui a fait la prison, aujourd'hui il est président. Comment vous avez vécu ça? On était comblés de joie. Parce que quand tu optes pour quelque chose et que ça réussit,
Mon frère, tu es... De joie. Tu es- tu es- De tristesse en pensant à ceux qui ont perdu la vie pour le parti. tristesse. On a oublié tout. Dès qu'il a accédé au pouvoir, nous, on a oublié toutes les souffrances. Parce que c'était notre vouloir qu'il occupe le fauteuil présidentiel en Guinée. Parce que malgré toutes les exactions qui ont été faites, et que par suite on a gagné, vraiment c'est ce qui était suffisant. Aujourd'hui, nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tourner vers l'avenir, et ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapident des fonds de l'État pour eux et leurs familles. Voilà des deux Guinées aujourd'hui qui se font face. Ils s'accrochent à des chimères. Ils n'ont rien à dire, rien à proposer de constructif pour le pays. Arc-boutés qu'ils sont sur leurs petites querelles, dans leurs petites palabres. Les gars derrière sont les hommes du téléviseur. Laissons le passé et les hommes d'hier où ils sont. Et regardons vers l'avenir et vers le progrès. La démocratie, c'est quoi? Les latins disaient vox populi, vox dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment peut un démocrate avoir peur du suffrage universel? Comment peut un démocrate avoir peur que le peuple s'exprime? Mais soyez certains, personne ne m'intimidera. Personne ne m'intimidera. J'ai dit et répété, et je le dis encore, haut et fort à Zérekoré, je ferai ce que le peuple des Guinéens veut. Alors pour clôturer donc cette interview, est-ce qu'aujourd'hui Alpha Condé est devenu, ou Alpha Condé a été le président que vous avez voulu avoir à travers sa personne? Est-ce qu'au finish, il a été reconnaissant? Bon, C'est une question c'est pertinent. difficile à C'est pertinent. Non, je peux répondre. Ouais. C'est pertinent. Est-ce Parce que vous que savez, Alpha Condé un chef, a honoré ses promesses? il est, Vous êtes battu pour lui. nous sommes battus pour Alpha Condé pour qu'il gouverne ce pays. Et que dans sa gouvernance, que nous aussi nous gagnons, nous profitons. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Mais même si ceux qui sont au poste, et ceux qui ne sont pas au poste, nous sommes très fiers. On est fiers, hein? Même si on ne gagne rien. Mais si on dit que notre choix est au pouvoir, on ferait ça. Quelle est votre vie aujourd'hui, Elasticala? Vous, depuis 1987, vous êtes à Simbaya. Vous êtes venu dans ce quartier avec le RPG. Vous avez assisté à beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Vous avez failli même laisser votre vie à un moment dans cette lutte politique. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Alpha Condé? Comment vous vivez maintenant? Le chef n'est pas un ami. il a 6 ans, comme crédit. Ouais, le chef est un collaborateur, mais ce n'est pas un ami. Hier, c'était mon ami. Le damier. Voilà, le damier. Hier, c'était mon ami. Mais aujourd'hui, c'est mon président. Donc, je ne peux pas l'en vouloir pour dire, ah, il ne m'a pas fait ça. Cependant, ça, c'est être jaloux. Et une mauvaise jalousie. J'attends mon tour. Quand mon tour viendra, ce que Dieu m'a prescrit, je l'aurai. En 2010, Alpha Condé devient président après beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, si on vous demandait quel héritage l'homme peut laisser, d'accord, à la Guinée, à la nouvelle génération surtout. Le premier héritage Qu'il laisse surtout. qu'il laisse, c'est l'avènement de la jeunesse dans la politique. Ça, c'est à son actif. Il faudra le reconnaître. Vous voyez actuellement l'Assemblée nationale, vous voyez les partis politiques qui sont partis dans la compétition de 2010, pardon, de 2020 là, il y a un pourcentage de jeunes vraiment très important. Ça, c'est un premier héritage qu'il laisse à la génération montante. Deuxièmement, la rigueur dans la gestion. Dans la gestion des affaires publiques, des affaires de l'État. Troisièmement, l'ouverture du pays. Quatrièmement, les infrastructures ont beaucoup bougé du temps de Alpha Condé que les régimes précédents. Une véritable école politique pour les futures générations. Lorsqu'on prend son parcours, de son avènement dans les mouvements de défense de la cause noire en France, jusqu'à l'avènement au régime après 40 ans d'opposition,
il devient président de la République. Condamné à accoutumance en 1970, condamné en l'an 2000 à 5 ans de prison ferme, cela n'a pas dérangé l'homme, cela n'a pas dérouté l'homme, n'est-ce pas, sur sa trajectoire politique, de lutte politique. Et il n'a jamais cultivé la violence au niveau du pays. Sinon, en 1993, c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Il allait avoir un soulèvement national, en tout cas, du côté de son parti. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du Rétroviseur. Un numéro, vous l'avez compris, exclusivement consacré à l'histoire de l'actuel président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Ce numéro a été réalisé par Cabinet Condé, conduit à la régie et au cadrage par Djibril Kabak Kamara et Abouakar Keke Bangoura. Merci à tous et à toutes. Surtout, prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV.